d'abord appelé Congo français, ensuite moins Congo. C'est le 15 août 1960 que le Congo accède à son indépendance. Pour parler de cette journée très mémorable pour notre pays, nous invitons aujourd'hui Monsieur Claude Ernest Ngala Braille, que vous connaissez certainement si vous connaissez l'histoire de ce grand pays qui est la République du Congo. Ensuite, comme c'est une émission spéciale pour nous, mesdames et messieurs, nous parlons quand même de l'indépendance de notre pays. Nous invitons sur ce plateau deux jeunes. D'abord un écrivain, Obamandon, et ensuite un jeune de la diaspora qui est venu pour les festivités du 15 août 1960, Monsieur Boumakani, que je salue. D'abord, Monsieur le conseiller, merci d'avoir répondu à notre invitation, Son Excellence. Vous êtes né en 1937, donc le 15 août 1960, vous avez 23 ans. Que pourriez-vous nous dire de la période post-indépendance? Bon, la période post-indépendance, d'abord je dois revenir sur la date du 15 août, oui. Parce que 15 août, il y a deux dates qui se superposent. Oui. Le 15 août 1960 et le 15 août 1963. Oui. Mais aujourd'hui, nous allons parler du 15 août 1960. Oui. Quand l'écrivain André Malraux, celui qui a écrit La condition humaine, est venu représenter le général de Gaulle aux festivités de l'indépendance. Oui. Et Malraux a dit que le 15 août, ce n'est pas un changement de nom, mais c'est un changement de destin. Oui. Et le 15 août 1960, le moyen Congo devient, et qui était déjà République du Congo depuis le 28 novembre 1958, devient un pays indépendant. Et cette date-là, comme vous l'avez dit, est une date mémorable parce que c'est le point d'aboutissement d'une longue lutte, parce que les Congolais n'ont jamais accepté la domination que de Brazza a installée au nom de la France en s'appuyant sur les fusils du général Marchand. Donc, Marchand, Albert Dolizy, tout ce monde-là, c'était des colons. Mais ils sont venus, ils ont pris possession de notre pays au nom de la France. Et nous sommes donc devenus le moyen Congo, c'est-à-dire le Congo français. Mais la lutte des Congolais qui n'ont jamais accepté l'indépendance a fini par triompher et le 15 août, nous sommes devenus un pays indépendant. Donc voilà la première date. La deuxième date, c'est le 15 août 1963. Le 15 août 1963, la rue, c'est-à-dire la populace, se dresse et fait son éruption dans l'arène politique du Congo. Donc ça, c'est un autre 15 août, mais un 15 août qui montre que le peuple congolais ne voulait pas rester en marge de la politique du pays. Appelé couramment les Trois Glorieuses. Les Trois Glorieuses. Oui. Parce que justement, nous avons copié sur l'histoire de France, oui. La révolution de juillet 1930. Oui. Bon, donc, le 15 août 1963, l'Afrique mystifiée par le néocolonialisme, parce que quand nous parlons de 1960, indépendance, il ne faut pas oublier que cette indépendance-là, c'est déjà le fruit des luttes, mais la lutte non seulement du peuple congolais, mais des peuples colonisés. Oui. Parce que le 8 mai 1954, le général Diap défait l'armée française à Dien Bien Phu. D'accord. Et le 1er novembre 1954, l'Algérie se soulève. Et n'ayant pas assez de soldats pour aller se battre en Algérie, puisque les pays africains, l'Afrique noire, commençaient à bouger pour l'indépendance, il a fallu donc lâcher du lest pour ne pas perdre tout l'empire colonial français en Afrique d'un seul coup. Et du coup, on a donc inventé le néocolonialisme qui a abouti avec le référendum du 28 septembre 1958 pour revenir à la communauté franco-africaine. Il faut que vous suiviez le cheminement qui nous amène au 15 août 60, oui. Parce que la communauté franco-africaine, acceptée par les colonies françaises le 28 septembre 1958, installe des pays
qui ont eu accès à la souveraineté internationale, mais dont les affaires étrangères, la monnaie, l'éducation, la justice sont encore gérées par la puissance coloniale. Et c'est dans ce cadre-là que le Moyen Congo devient République du Congo le 28 novembre 1958, mais cela n'a pas beaucoup servi, puisque moins de 2 ans après l'accession à la République, le Congo accède maintenant à l'indépendance. Vous, en tant que jeune de 23 ans et votre génération, quel regard avez-vous sur le destin de la République du Congo, puisque c'est vous qui êtes l'avenir de cette République? Le regard que nous avons aujourd'hui? Non, à l'époque. À l'époque? Oui. Non, mais à l'époque, nous trouvions que c'était un dénouement heureux dans la mesure où nous avions critiqué la communauté franco-africaine de 1958, qui était en réalité un compromis issu de la loi cadre de M. Gaston Defferre de juin 1956. Et nous avions critiqué parce que nous pensions que l'indépendance totale n'était pas compatible avec la présence des intérêts néocoloniaux sur la terre du Congo. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Congo est indépendant, est vraiment indépendant? Non, le Congo est indépendant dans la mesure où le Congo réfléchit et essaie de porter des réponses aux questions qui se posent au peuple congolais. Et la plupart des pays colonisés par la domination française ont gardé le franc CFA. Comment vous pouvez refuser un pays et garder sa monnaie? Non, mais le franc CFA, ça veut dire comptoir français d'Afrique. Mais le franc CFA est une étape. Si nous prenons le franc CFA comme une finalité, bien sûr que nous avons échoué. Mais si nous prenons le franc CFA comme une étape pour aller plus loin, c'est tout à fait normal, parce que nous devons éviter la politique du tout ou rien. Donc, on procède par étapes, on progresse par bond, et jusqu'à ce que nous arrivions à une monnaie avec la corruption qui règne de façon presque endémique dans les pays africains. Il est difficile de commencer à avoir une monnaie. Parce qu'on on voit beaucoup de pays qui ont des monnaies nationales, mais qui réussissent très mal sur le plan économique. Il y a une histoire qui vous a le plus marqué, c'est ce que nous avons vu sur Internet, c'est l'histoire, c'est quand vous devenez ambassadeur et que vous rencontrez le général Diop. Pourquoi cela vous a le plus marqué? Bon, parce que ça m'a beaucoup marqué dans la mesure où justement Diop représentait, parce qu'il est mort, au mois de juin 2014. Et en fait, Diop, ça m'a marqué moi personnellement, parce que d'abord, c'est pas un militaire de formation et de carrière, c'était un enseignant, un professeur d'histoire et de géographie, mais qui par la force des choses a pris les armes pour aller lutter pour la libération de son pays, le Vietnam. Et donc cet exemple-là montre qu'il n'y a pas que les militaires qui luttent pour arriver à des bons résultats. Donc Diop représentait le vainqueur de Dien Bien Phu. C'est la première fois qu'une armée d'un pays colonisé bat l'armée du pays colonisateur. Et en Indochine, il y avait beaucoup de généraux français. Navarre, Coni, même Leclerc est passé là-bas. Le général qui est devenu Bijard après, mais là il était encore colonel. Il a même été fait prisonnier à Dien Bien Phu. Il y avait le général de Castres, il y avait l'amiral d'Angelieu, et même le maréchal de Lattre de Tassili. Il a commandé en Indochine. Mais le Congo se bat aux côtés de la France lorsque les Vietnamiens se battaient pour leur indépendance. Oui, mais c'est le Congo colonisé. Le Congo colonisé. Donc. Est-ce que
en êtes fier aujourd'hui de cette période où les Congolais se battaient auprès de la France pour recommander les Vietnamiens qui demandaient leur indépendance comme eux d'ailleurs? Non, nous n'avons pas à être fiers, mais c'est un héritage qu'on ne peut pas rejeter. Qu'on soit fier ou pas fier, c'est un héritage colonial. Aujourd'hui, quel que soit ce que vous pensez, mais personne ne peut rejeter d'avoir combattu avec la France contre Hitler. Parce que entre Hitler et les colonisateurs, il y a quand même un fossé. Hitler voulait faire de la peau des Noirs du cuir, tandis que les autres nous avaient chosifié, certes, mais des deux mots, il faut choisir le moindre. Et donc, c'est une période que nous avons subie, mais que nous sommes obligés d'intégrer à notre histoire. Nous ne pouvons pas ne pas intégrer cette affaire-là à notre histoire. Nous étions une colonie française et nous nous sommes battus dans des guerres qui n'étaient pas les nôtres. Et nous nous sommes battus, pas aux côtés, mais nous nous sommes battus sous les ordres des Français. Comment pensez-vous à l'époque prendre la relève et développer votre pays? Bon, à l'époque, vous voyez, moi je retiens seulement une phrase. Quand il y a eu la loi cadre en 1956, le président Yulou a dit « Nous avons la loi, mais où sont les cadres ?» Mais nous pouvons dire que les cadres, c'est l'indépendance qui les forme en quantité et en qualité nécessaire. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut tel nombre de cadres pour être indépendant. Non, c'est l'indépendance qui va déterminer le nombre de cadres qu'il vous faudra et dans quel domaine prioritaire. Oui. Donc, à cette époque-là, nous avions foi en l'avenir du Congo. Dans quel contexte l'IGC a été créé? D'abord, il y a eu le rejet du parti unique de Fulbert Yulou qui avait été mis en place dans la loi d'avril 1963. Mais par la suite, comme ironie de l'histoire, il y a eu parmi ceux qui ont renversé Yulou, qui voulaient mettre un parti unique, les mêmes ont créé un parti unique au congrès du MNR du 29 juin au 2 juillet 1964. Et dans la foulée, du 4 au 6 août 1964, il y a eu le congrès de la JMNR. Et après la révolution du 31 juillet, le MNR a disparu, remplacé par le CNR, et dans la même foulée, la GMNR a disparu pour laisser la place à l'UGC, Union de la jeunesse socialiste congolaise. Donc l'UGC date de 1900, fin 68, début 69. Est-ce que c'est vrai que la plupart des jeunes Congolais étaient fascinés par l'URSS et la Chine? Pas seulement les jeunes Congolais, mais même les cadres étaient fascinés par les jeunes par l'Union soviétique, mais les vieux par la Chine, dans la mesure où les jeunes étaient fascinés par l'idéologie marxiste-léniniste, mais les vieux par la réussite du côté national de la Chine. Parce que la Chine était un pays sous-développé qui réussissait des prouesses et qui arrivait dans certains domaines à lutter à force égale avec les pays plus industrialisés. Donc ce côté national de la réussite chinoise fascinait les élites plus âgées, alors que les jeunes étaient fascinés par l'idéologie qui était nouvelle en ce temps-là, l'idéologie marxiste-léniniste. Donc c'était un effet de mode? Pas forcément un effet de mode, mais simplement les résultats. Parce que n'oubliez pas que le Spoutnik, le premier Spoutnik qui tourne autour de la Terre a été lancé par l'Union soviétique en 1957. Donc ces résultats scientifiques et ceux qui ont suivi après, les Laïka, les Gagarine, tout ça, ça jouait un grand rôle pour que les gens se disent, tiens, voilà un pays qui n'était presque rien au début du siècle et voilà qui se met à être une grande puissance spatiale. Donc il y a ce côté-là et que les autres aussi
faisaient leur propagande. Et cette propagande marchait bien. Donc, ce n'est pas étonnant que les jeunes soient fascinés par le succès scientifique et idéologique de l'Union soviétique. Alors, l'IGC, si on vous demandait aujourd'hui de faire une comparaison entre l'IGC et aujourd'hui la force montante congolaise, qui est la jeunesse du Parti congolais du travail, le parti au pouvoir, que diriez-vous? Je ne peux pas donner un point de vue dans la mesure où je n'ai pas encore vu la force montante en action. L'IGC, on a vu ce qu'elle a réussi à faire, oui. Mais la force montante, je n'ai pas encore vu des résultats probants, donc je me réserve de porter un jugement sur quelque chose qui n'a pas encore fait ses preuves. Que répondez-vous à certains Africains qui pensent que les pays francophones ont obtenu l'indépendance très tôt? Non, il n'y a pas de très tôt. Il n'y a pas une date. Chaque pays marche à son rythme. Et aujourd'hui, personne ne peut dire. Donc quand vous dites que les pays francophones ont obtenu leur indépendance trop tôt, mais en face, en 1956, Van Bilsen a dit qu'il faut 20 ans pour que le Congo belge devienne indépendant. Bon, il a dit ça en 1956, mais en 1960, le Congo a été indépendant. Oui. Donc, si vous êtes adepte de cette théorie, ça veut dire que les déboires du Congo d'aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont eu l'indépendance trop tôt. Non, mais après, on a vu quand même les coups d'État s'enchaîner. On sent qu'il y avait de l'immaturité politique aussi. Il y avait l'immaturité politique, non? Mais vous avez un peu regardé l'histoire de l'Amérique latine. L'Amérique latine, il y avait des coups d'État presque tous les 6 mois dans la plupart des pays. Tous les 6 mois, il y avait des coups d'État. Et il y avait des armées de 2000 ou 3000 personnes avec une centaine de généraux et autant de colonels. Bon, il n'y avait presque pas d'hommes de troupes. Parce que chaque sergent qui faisait son coup d'État se nommait général et ceux qui l'avaient suivi se nommaient colonel et il n'y avait presque pas d'hommes de troupes. Donc ça, le coup d'État n'indique pas forcément l'immaturité, mais ça indique simplement une certaine instabilité. Mais l'instabilité peut ne pas être due à l'immaturité, l'instabilité peut être due à un certain nombre de problèmes non résolus ou bien non posés. Même des problèmes qu'on peut poser, mais mal posés. Si vous voulez avoir une bonne réponse, il faut poser la bonne question. Mais si vous posez de mauvaises questions, vous n'aurez que des mauvaises réponses. Et les mauvaises réponses vont entraîner des frustrations qui vont amener une certaine répression. Et la répression amène encore de nouveaux soulèvements, on ne s'en sort plus. Donc on ne peut pas dire que l'indépendance des pays francophones a été acquise trop tôt, mais simplement, disons que les pays francophones ne sont pas passés par des guerres de libération. D'accord. En 54 ans d'indépendance, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la République du Congo? Mais la République du Congo doit continuer à faire son chemin, parce qu'il y a beaucoup de problèmes non résolus. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons mettre ces problèmes-là sur la table. Mais vous êtes fier de votre pays? Oui. De ce que vous avez accompli? Non, je ne suis pas fier de ce que nous avons accompli, mais je suis fier d'être Congolais. Parce qu'au moins, nous nous acharnons à résoudre nos problèmes nous-mêmes. Bien sûr, dans une certaine interdépendance avec d'autres pays, parce qu'aujourd'hui, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Nous sommes obligés de rentrer en relation avec d'autres pays, mais donc ça crée une certaine interdépendance. Mais personne ne viendra nous dicter ce qu'il faut faire. Personne n'a le droit de nous dicter ce qu'il faut faire. Et nous, Congolais, nous ne devons pas accepter que quelqu'un nous dicte ce que nous avons à faire. Mais simplement, nous devons parfois nous inspirer de l'expérience des autres. Mais se préoccuper des repères des autres, ça ne signifie pas être subordonné ou faire du suivisme ou du servilisme. Nous ne devons être serviles à personne, nous devons être nous-mêmes, mais avoir le courage de regarder tous nos problèmes en face. Et les difficultés et tout, nous devons les regarder en face pour pouvoir les résoudre. Parce qu'il n'y aura personne d'autre qui viendra bâtir le Congo à notre place. D'accord. Monsieur Claude Ernest Ndala, nous réalisons cette émission en présence de 2 jeunes Congolais qui ont tenu à être là et à vous donner et à vous poser certaines questions. Donc je vais commencer par Oba. Avez-vous une question?
Bien sûr. Je suis quand même aujourd'hui très heureux d'être en face d'une école vivante. J'ai une question et une préoccupation. Aujourd'hui en Afrique, il y a un grand débat sur les constitutions. Mais il y a quelques jours, j'ai suivi le secrétaire d'État américain, M. John Kerry, demander au président africain de ne pas toucher les constitutions. Alors que, lorsque vous voyez ici, je suis né en 92. J'ai quand même une maturité politique. Je veux participer à la vie sociopolitique de mon pays. Et la nôtre nous empêche de participer à la vie sociopolitique de mon pays. Quelquefois, nous demandons le changement aussi. Mais ailleurs, il y a une puissance, il y a un monsieur qui ne connaît pas le Congo, qui exige au président de ne pas toucher les constitutions. Pour vous aujourd'hui qui êtes debout, qu'attendez-nous des jeunes? Ou comment jugez-vous ce comportement, telle attitude, qu'un monsieur qui ne connaît pas le Congo puisse exiger aux Congolais de ne pas toucher les constitutions alors que nous sommes un pays indépendant? Là, vous nous demandez de faire chemin. Mais comment faire chemin si quelque part il y a une puissance qui donne des ordres aux autres? Mais le problème n'est pas aussi simple qu'on le croit, dans la mesure où justement les Africains eux-mêmes ont ouvert la porte à ce qu'on leur donne des ordres, puisque beaucoup vont faire valider leur pouvoir à l'étranger. On a vu chaque fois qu'il y a un pays, une situation dans un pays, les élections sont faites, tout de suite on court à Paris pour essayer d'être bien vus. Non, c'est nous-mêmes qui avons ouvert la porte à ce que les gens viennent nous dicter de l'extérieur. Donc psychologiquement, nous dépendons encore des Occidentaux, c'est ça? Ou les Occidentaux se croient encore supérieurs à nous? Mais c'est justement, c'est nous qui acceptons, c'est nous-mêmes qui avons accepté pendant trop longtemps de gérer notre propre soumission. Oui. Nous avons géré notre propre soumission. Et c'est ce qui a donné aux Occidentaux le droit de se croire encore donneur d'ordre dans nos pays. Donc aujourd'hui, si le gars des États-Unis, on a vu les États-Unis, c'est un grand pays, mais il n'empêche qu'ils se sont embourbés au Vietnam. Ils n'ont pas gagné la guerre, ils sont partis au Vietnam, ils ont fui l'ambassade des États-Unis en hélicoptère. Ils ont déguerpi de leur ambassade en hélicoptère. Ce qui veut dire que lorsqu'un peuple est déterminé à sauvegarder son indépendance, à être lui-même, les Américains, aussi puissants qu'ils soient, ne peuvent rien. Donc, c'est nous, Africains, qui ouvrons la porte à ces messieurs-là. Parce qu'aujourd'hui, si votre porte est bien fermée, le voleur ne reviendra pas. Mais si vous fermez la porte et vous laissez la fenêtre ouverte, le voleur va rentrer par la fenêtre. Donc il ne faut pas laisser des ouvertures à ces gens pour venir encore nous donner des ordres sous prétexte de droits de l'homme. Pour compléter la question de Obama, ce sont les Américains qui viennent solliciter les Africains parce qu'ils ont compris que la Chine prenait le pas sur le développement en Afrique, sur les marchés en Afrique. Est-ce que c'est normal que les présidents africains se déplacent pour aller aux États-Unis? Non, mais ça c'est... Mais le monde est devenu un village planétaire. Donc qu'ils aillent aux États-Unis, ou qu'ils aillent en Chine, ou bien qu'on aille en Inde, c'est pas ça l'important. L'important c'est que quand vous appelez des gens, vous devez les traiter comme sur pied d'égalité. Vous devez les traiter comme des personnes au même titre que vous-même. Vous ne devez pas traiter ces gens comme des choses. C'est ça le véritable problème. Mais appeler les gens aux États-Unis, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est de traiter ces gens avec respect et ne pas appeler des gens pour leur dire ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Non. Nous allons passer la parole rapidement à Herman. Vous avez une question, quelque chose à ajouter? C'est un honneur d'être en face de vous, monsieur Nalagraï. En 1960, vous avez 23 ans. Vous étiez jeune, autant que nous. Permettez-moi l'expression, vous l'avez dit, pour faire de la politique, il faut avoir des couilles solides.
qu'est-ce que cette citation peut représenter pour notre jeunesse aujourd'hui et que pensez-vous de la place de la jeunesse aujourd'hui dans notre société? Bien. Je crois que ça c'est une très très bonne question et elle est bien réfléchie, elle est bien posée dans la mesure où la jeunesse d'aujourd'hui a des préoccupations qui ne sont pas les mêmes que celles que nous avions en ce temps-là. En ce temps-là, nous avions la préoccupation de libérer le pays de l'emprise du colonialisme. Aujourd'hui, la jeunesse a comme grande préoccupation de veiller à l'édification d'une nation congolaise. Une nation congolaise prospère. Il ne faut pas gérer les pénuries, il faut gérer l'abondance. Mais comment gérer l'abondance si les gens ne se mettent pas au travail? Or, aujourd'hui, tout le monde veut, les jeunes surtout, aspirent à la fonction publique. Mais ce n'est pas possible. D'abord, nous avons hérité d'une très forte fonction publique, du fait que en AF, c'est le moyen Congo qui devait fournir la plupart des fonctionnaires, les enseignants, les infirmiers, les chanceliers. Et tout ce monde-là, c'était le Congo qui fournissait pour le Gabon, pour le moyen Congo, pour le Lubangui-Chari et pour le Tchad. Mais à l'indépendance, les gens ont fait la promotion de leur propre cadre. Et le Congo s'est retrouvé avec, à l'époque, 800 000 habitants et 80 000 fonctionnaires. Vous voyez bien que le ratio, c'est un fonctionnaire pour 10 habitants. C'est trop. Et cette pléthore n'est pas restée simplement sur le plan du nombre, mais elle s'est installée sur le plan de la mentalité. Quand quelqu'un disait « Oh, mon fils est vétérinaire », on lui demande « Vétérinaire, c'est quoi ?»« Oh, mais c'est le médecin des animaux. » Oh, l'enfant là a perdu tout ce temps-là pour être médecin des animaux. Vous voyez, et ça faisait sourire, mais ça traduisait bien un certain état d'esprit. Vous voyez, parce qu'à l'époque, le planton qui travaillait dans une administration était mieux considéré que l'ouvrier agricole, que l'adjoint technique. Vous voyez, donc, aujourd'hui, nous devons arriver à renverser cette pyramide, c'est-à-dire avoir plus de monde dans la production que dans les bureaux. Et ça, ce n'est pas facile. Parce que vous-même, vous les jeunes, vous êtes prisonniers au niveau des parents et de la population. Vous êtes prisonniers de ce schéma-là. Parce que quand vous dites, ah bon, mais moi, je fais le droit des affaires, quand vous regardez quoi, vous êtes commerçant. Vous dites, non, mais le droit des affaires, c'est... Mais vous aurez du mal à expliquer que le droit des affaires, c'est aussi important qu'un docteur en médecine, c'est aussi important que n'importe quel fonctionnaire qui est dans un bureau. Oui. Donc, nous devons arriver à remettre les choses en place. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui a le devoir de tout faire pour mettre en place une nation et de tout faire pour ne pas gérer les pénuries, mais plutôt gérer l'abondance et gérer, essayer de faire tout pour qu'il y ait que chacun puisse avoir des revenus. Parce que si chacun a des revenus, vous serez un peu plus tranquille parce que vous n'aurez pas une cohorte de gens devant votre maison chaque matin qui viendront dire « Ah, les longues n'ont quitté, l'obi n'a quitté, les lopes n'ont quitté. » Donc, c'est tout le temps des gens qui viendront solliciter un certain parasitisme, mais auquel vous ne pourrez rien. Parce que ce seront des parents, des cousins. Oui. Donc, aujourd'hui, les devoirs ne sont plus les mêmes. Et les obligations aussi ne sont plus les mêmes qu'à notre époque. Conseiller, aussi le conseiller du président de la République du Congo, vous avez été ministre de la Culture et ministre de la Jeunesse. Vous venez d'évoquer très bien les problèmes de la jeunesse congolaise aujourd'hui.
tous préfèrent la fonction publique. Mais c'est aussi parce que, en fait, dans notre pays, on ne favorise pas aussi les secteurs privés. Vous ne pensez pas? Non, mais le secteur privé... Non, là, je dois reconnaître que sur le plan du secteur privé, nous, dirigeants de ce pays, nous avons échoué parce que nous n'avons pas été capables de mettre en place une classe moyenne entrepreneuriale. Ça, je le confesse. Mais aujourd'hui, chacun de nous doit faire le maximum, ne fût-ce que pour créer une petite entreprise. Parce que la fonction publique ne pourra jamais créer, une circulation de la monnaie. Parce que la circulation de la monnaie se crée par des industries, par des entreprises. Mais aujourd'hui, nous n'avons presque pas d'entreprise. Et sur le marché international, les entreprises, c'est le privé qui les crée. Et comme nous n'avons pas un secteur privé, que devons-nous faire? Nous devons essayer de voir ce qu'on appelle les joint ventures, c'est-à-dire associer le privé national, l'État et les investisseurs étrangers pour arriver à mettre en place une industrie. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Cette émission a été dédiée au 15 août 1960. Avez-vous un mot particulier à l'endroit de tous les jeunes Congolais qui vous ont suivi? Non, je n'ai pas un mot particulier, mais je tiens simplement à remercier mes deux frères, ou je peux même dire mes deux enfants, mes deux fils, Oba Pondon et Boumakani, parce qu'ils ont posé des questions qui sont des questions à l'ordre du jour aujourd'hui, mais que les gens posent rarement. Et plutôt les discussions, c'est après un meeting, on boit où? Alors qu'il y a des vraies questions, et je suis heureux que mes deux enfants, mes deux fils, les aient posées franchement, et cela donne à réfléchir, non seulement à moi, mais à tous les gens qui sont de mon âge, ou même ceux qui sont un peu moins âgés, mais qui ont des responsabilités, pour qu'ils réfléchissent à ces problèmes, aux problèmes posés par nos deux jeunes frères. Monsieur Claude Ernest Ndala, conseiller spécial du président de la République du Congo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous souhaitons bonne fête d'indépendance que Dieu bénisse la République du Congo. Merci, au revoir.